Ce matin, Jessica et Pablo vont nous présenter un projet qui m'a séduite, qui m'a fascinée quand j'en ai pris connaissance alors que j'étais membre là, du jury des prix Hublot décernés par Immersion CP, un organisme là, qui contribue au développement de la compétence numérique chez les conseillères et conseillers pédagogiques des ordres collégiales et universitaires. J'avais lu leur projet et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant. Donc, j'aimerais tout d'abord, avant d'aller plus loin, vous présenter Jessica et Pablo. Alors, Jessica, actuellement, est professeure à l'École des langues de l'UQAM, spécialisée en pédagogie des langues secondes. Jessica détient un doctorat en linguistique appliquée et elle se passionne pour l'enseignement de l'espagnol. Curieuse, innovante, elle aime explorer les outils pédago-numériques pour enrichir ses cours et offrir des expériences d'apprentissage immersives à ses étudiants. Et c'est ce que le webinaire va présenter d'ailleurs. Jessica s'efforce de créer des environnements d'apprentissage stimulants qui favorisent la réussite et la motivation des personnes étudiantes. Pablo Castel, possède 15 ans. Est-ce que ça va, Pablo? Oui. OK. Possède 15 ans d'expérience en conception pédagogique, en gestion de projets pédago-numériques et en formation dans les milieux collégial, universitaire et corporatif. Titulaire d'une maîtrise en information et communication scientifique, de même que d'un master en communication numérique et en gestion de projet, Pablo, c'est un pédagogue, un vulgarisateur et un professionnel polyvalent. Actuellement chargé de projet technopédagogique au carrefour de l'innovation et de la pédagogie universitaire de l'UQAM, Pablo guide le personnel enseignant dans l'utilisation des technologies pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage, intégrant des stratégies pédagogiques et technologiques innovantes. Et voilà. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs, je laisse la parole à notre conférencière et à notre conférencier. Merci. Donc, je vais commencer par les partages. Et voilà. C'est parfait. Merci. Donc, merci vraiment pour cette opportunité pour les deux de présenter pour Pablo et moi la pédagogie des langues, l'Expo 360 conçue avec l'intelligence artificielle. Donc, pour organiser notre présentation, nous avons pensé à vous expliquer ça en 3 étapes. Donc, d'abord, partager avec vous les origines du projet. Ceci inclut le contexte, les défis logistiques et pédagogiques, la première piste de réponse, la solution donc alternative. Par la suite, Pablo va nous expliquer la démarche, donc avec la méthodologie ADI, qui consiste de plusieurs étapes, l'analyse technopédagogique, le design, le développement des contenus, l'implémentation et l'évaluation du dispositif. Et nous aimerons conclure avec un retour d'expérience, quelques opportunités et points d'attention et les projets actuels qui viendront sous peu. Donc, si on commence par les origines du projet, c'est un projet qui est né à l'École des langues de l'Université du Québec à Montréal, où j'enseigne des cours d'espagnol. Et dans un de mes cours, l'espagnol 1000, je voulais intégrer une activité pédagogique d'exploration, donc de la culture hispanophone. Et dans ce cadre, j'anime toujours les étudiants à avoir un contact direct avec la culture hispanophone. Donc, je privilège la possibilité de faire des visites présentielles lorsqu'il y a des expositions qui traitent sur la problématique et sur la culture hispanophone. Donc, nous avons commencé avec cette expérience en 2024. Et comme vous pouvez imaginer, la planification des visites pour un professeur de langue est complexe. D'abord, je dois compter sur la participation et la disponibilité des personnes étudiantes. Des fois, les étudiants, il y a des trajets différents à faire, ils ne sont pas toujours disponibles. Évidemment, une des grandes difficultés, c'est qu'il y a très peu d'expositions qui traitent des sujets ciblés que je pourrais intégrer dans la classe espagnole. Les présentations, souvent, sont d'un niveau trop élevé pour les personnes étudiantes.
Et les autres, celles qui sont destinées à un public hispanophone, ben, ils contiennent très peu de ressources pour les non-hispanophones. Donc, aussi, l'accès au contenu est limité à une seule visite. Et donc, ça prive les autres personnes qui ne sont pas là présentes de l'expérience complète. Donc, la première piste de réponse, on a travaillé beaucoup à faire un partenariat et pouvoir créer une visite virtuelle immersive en s'inspirant d'une vraie exposition. Donc, les photos que vous voyez à droite, c'est une exposition qui a eu lieu au Musée des Beaux-Arts et qui traitait sur une problématique colombienne, donc pensée et splendeur de la Colombie autochtone. On voulait rendre plus accessible les contenus et mieux encadrer l'activité dans les cours. Et donc, on avait essayé, on s'est dit, OK, il faut capturer photos, audio, vidéo pour pouvoir reproduire une exposition semblable. L'expérience immersive pouvait alors faciliter l'accès au contenu culturel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, les gestions des droits d'auteur, de réutilisation et partage du matériel est très long et très compliqué. Et à la fin, nous n'avons pas pu obtenir ces droits d'auteur. Je me suis tournée donc vers Pablo et on a réfléchi ensemble et on s'est dit ben, peut-être qu'on pourrait avoir une solution alternative, flexible et innovante, en créant un dispositif pédagogique qui pourrait être intégré à une activité d'apprentissage de langue. Et de cette façon-là, on pourrait faire appel aux outils d'intelligence artificielle générative pour pouvoir créer le contenu d'une exposition d'art sur la culture d'un pays hispanophone. Évidemment, ça nous permettait de contourner quelques obstacles qu'on avait déjà vus et on pourrait créer donc un contenu cohérent, pertinent et ajusté aux objectifs pédagogiques de l'activité en classe. Et donc ici, je cède la parole à Pablo pour la prochaine étape. Pablo, es-tu Merci prêt? Jessica. Oui, je suis prêt. Non, c'est toi qui Oui. va. D'abord, Voilà. on voulait, avant de parler de ça, vous montrer un aperçu du projet. C'est bon. Merci Jessica. On a voulu faire ça parce que souvent, quand je me mets à parler de toute la démarche, puis des différentes étapes de cette démarche-là, les gens ont du mal à s'imaginer ce qu'on aurait pu obtenir comme résultat. Donc, depuis nos dernières présentations, on a commencé à placer d'abord un exemple, un petit aperçu de l'activité du dispositif pour que les gens comprennent un peu mieux. Donc, euh, vous connaissez sûrement la démarche ADI, qui est une démarche assez connue puis très populaire dans ce qui est la conception des matériels pédagogiques et toutes sortes de matériels didactiques. Donc, on commence toujours par une analyse technopédagogique. Dans cette analyse-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini les différentes compétences linguistiques qui étaient à développer à travers le dispositif pédagogique. Et tout ça en fonction des objectifs du cours de Jessica, qui était l'espagnol 1000. Donc, c'est un cours de niveau débutant. Donc, on a déterminé les compétences et on les a alignées avec les objectifs. Ensuite, on a aussi déterminé les niveaux des langues des personnes étudiantes, donc qui pourrait utiliser le dispositif. On a déterminé les possibilités et les limites des différents outils dont nos équipes
pouvaient utiliser. Donc, avant de se lancer, on a vraiment fait une pré-analyse à savoir quels étaient les différents moyens qu'on pouvait utiliser, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ces projets-là. Et finalement, on a essayé d'identifier les différentes contraintes liées à la gestion des droits d'auteur, la compatibilité des formats dans les cas des productions des images ou des sons, et puis finalement, où est-ce qu'on allait mettre ça par rapport à un contenu multimédia qui est quand même un contenu simple à produire, un contenu simple, le résultat, ben, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est quand même, il y a une certaine complexité dans le dispositif en tant que tel. Donc, tu peux passer à la suivante. Ça, c'est la phase d'analyse. Je vais peut-être vous épargner de vous montrer, tout est documenté, donc il y a un document qui résume cette analyse-là dans laquelle on a croisé les compétences avec les objectifs, on a défini les différents niveaux des langues. Donc, c'est des tableaux que, une fois que nous avons terminé l'analyse, on a dressé avec Jessica. Puis, ces outils-là, ces outils d'analyse nous permettent toujours d'avoir un rappel par rapport à nos objectifs, puis aux compétences qu'on cherche en développant le dispositif. C'est un simple fichier Word que je voulais vous montrer, mais peut-être que là, je vais vous épargner cette partie-là. Euh, Là, donc, on a fait l'analyse. Ensuite, il y a la phase de design ou de conception. Et c'est la phase où on fait la scénarisation du dispositif. Donc ici, ce qu'on fait de manière générale, c'est qu'on va déterminer les composantes générales de ces dispositifs-là. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le dispositif n'est pas juste la visite virtuelle, mais il y a aussi, vous l'avez vu dans le petit aperçu, il y a aussi un guide de visite avec lequel on va guider la personne pour qu'elle puisse consulter, pour qu'elle puisse utiliser la visite, mais aussi on va la guider dans toutes les activités d'évaluation qui seraient liées au dispositif. Donc, il y a la visite virtuelle, le guide de visite, et il y a aussi le formulaire de rétroaction que nous avons conçu pour que les personnes puissent faire une rétroaction par rapport à l'usabilité du dispositif, l'expérience d'apprentissage, l'expérience d'utilisation, et aussi du point de vue pédagogique, si les objectifs semblaient atteints ou pas par les personnes étudiantes. Ensuite, dans cette étape-là, on va aussi structurer le scénario de la visite. Donc, la visite virtuelle en tant que telle. Donc, il y a combien de salles? Il y a combien de personnages? Quel est le but? C'est quoi l'histoire narrative? C'est quoi le sujet? Est-ce qu'il y a un sujet particulier? Donc là, on prend des décisions avec Jessica. Puis, dans ces cas-là, on a dit, bah, ça va être une artiste d'origine afro-colombienne qui fait la peinture, qui fait les sculptures qui a certaines caractéristiques particulières par rapport à sa culture. Donc tout ça, on le définit avant de se mettre à utiliser les outils d'intelligence artificielle. On définit tous ces éléments-là dans cette étape-là qu'on appelle la conception. Ensuite, on fait la même chose pour le guide de visite. Dans le guide de visite, on va construire un scénario dans lequel on dit, OK, dans le guide, il y a quoi? Dans le guide, il y aura une introduction à l'activité. Il y aura les objectifs d'apprentissage qu'on doit montrer à l'étudiant. Il y a aussi des consignes claires par rapport à comment faire la visite. Donc, d'abord, tu consultes ce guide-là. Ensuite, tu vas ouvrir la visite. Tu fais une visite d'une trentaine de minutes. Tu fais le tour de tout ce qu'il y a dedans. Ensuite, tu fais quoi? Une fois que tu as fini la visite, il faut faire quoi? Donc là, il y avait un formulaire que l'étudiant devait remplir pour démontrer qu'il avait fait la visite, qu'il avait compris, puis qu'il était en mesure de produire du contenu en espagnol. Euh, et pour terminer, dans cette étape-là des conceptions, on va aussi déterminer tous les éléments relatifs à l'évaluation. Donc, dans ces cas-là, comme c'était un premier projet, puis c'était un projet pilote, avec Jessica, on avait décidé que ça serait une activité ou un dispositif qui serait utilisé au niveau de l'évaluation formative. Et il y avait quelques points bonis qui seraient donnés dans le déroulement du cours pour les personnes qui l'auraient utilisé. Actuellement, on travaille sur d'autres modèles et dans le travail de ces modèles-là, juste pour terminer cette section-là, c'est que dans le travail de ces modèles-là, mais on fait aussi, on pense que ça ira plus loin puis que ça pourrait être de l'évaluation formative. Donc ici,
je pense que vous l'avez partagé. Donc, vous pourrez avoir accès à ce scénario-là. C'est un scénario où il y a tous les éléments, si jamais vous voulez le consulter, parce que si je passe à travers, ça prendra beaucoup de temps. Donc, ici, les développements de contenu, puisque Jessica m'a mis la pression là en changeant la diapo. C'est bon, c'est bon. Euh, non, non, c'est correct. C'est parce que j'avais... OK, développement des contenus. Ben, évidemment, analyse. On conçoit, on réfléchit ce qu'on va faire, on définit tous le scénario pédagogique, on crée nos requêtes, on définit tout ce qu'on veut chercher, puis tout ce qu'on veut produire. Voilà, toute la documentation sera transmise. Tout ce qu'on veut produire avec ça. Donc ici, au moment de développer, mais on a fait quoi? Donc on a généré des textes relatifs à l'histoire entourant la visite. Donc dans les scénarios, on a dit, bah, c'est une femme d'origine afro-colombienne de tel âge. Donc là, on s'en va dans ces outils-là et on va produire une image de la personne. Donc, on dit, ben, produis-moi une image d'une femme de telles caractéristiques, puis on obtient le résultat qui est donné par, dans ces cas-là, c'était Dali qu'on utilisait. Mais aussi, il y a du texte qu'on va demander parce que, disons qu'on veut euh, avoir le portrait de cette personne-là. Donc, au lieu de devoir rédiger chaque élément de la visite, et ce qu'on fait, c'est qu'on demande aussi à ChatGPT de nous produire un texte en espagnol qui fait la présentation de la personne. Donc, à partir de là, il y a ce genre de texte-là. Il y a aussi des explications par rapport aux œuvres d'art qu'on va montrer dans cette visite-là. Donc, l'œuvre d'art est d'abord générée par Dali avec une requête de base. Et après, on demande aussi à ce système-là de nous faire une explication un peu plus détaillé, puis avec un peu plus de complexité, toujours en respectant le bon niveau des langues, et que c'est des contenus qu'après Jessica va quand même valider. On va aussi créer des narrations et des dialogues automatisés. Donc, ça veut dire qu'on fait avec un outil qui s'appelle VoiceOver Maker. C'est un outil qui permet de créer des voix automatiques. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des dialogues, on crée des contenus, on les met dans ces systèmes-là, puis ça va nous produire des voix automatisées. Et à partir de là, mais on va aussi simuler des podcasts. Donc là, on va dans Canva. C'est un outil que vous connaissez sûrement. Et dans Canva, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable de faire une espèce de simulation de ces podcasts-là. Et finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va intégrer tout ça dans H5P, dans Moodle et finalement dans Panopto. Panopto étant notre système un peu de dépôt de vidéos. Donc, toutes les simulations de podcasts se trouvent dans notre YouTube institutionnel. Et après, on va pouvoir simplement le mettre dans la visite. Et puis, la personne qui consulte la visite va pouvoir jouer ces vidéos-là sans que ça augmente le poids dans Moodle. Donc, ça, c'est une des contraintes qu'on avait. C'était quand même de respecter et de ne pas avoir une activité qui était beaucoup trop lourde. Je Je continue. passe. Mhm. Continue. Oui. Donc ici, c'est la phase d'implémentation dans l'environnement. Donc l'environnement étant Moodle, bah, c'est notre système c'est notre environnement numérique d'apprentissage. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un outil qui s'appelle H5P, euh, qui permet en fait de créer la visite en 360. On a mis l'image et après on a simplement ajouté les différents niveaux, les différentes salles. Comme vous l'avez vu dans l'exemple, il y a une salle principale et à partir de cette salle principale, on va pouvoir rentrer dans les différents espaces. Et avec cet outil-là aussi, on a fait notre outil de documentation. Cet outil de documentation-là est en fait le guide de visite qu'on a mis dans H5P Documentation Tool. Ensuite, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le tout dans Moodle et Jessica, par après, dans sa classe, mais elle a présenté la visite, elle a présenté les dispositifs, elle a présenté les différents éléments liés au dispositif, puis elle a certes dû quand même faire un encadrement par rapport à comment utiliser
les dispositifs et quels étaient les liens avec les activités de la classe. Tu peux y Donc, aller. merci. Je procède à la démarche, donc à l'évaluation du dispositif. Évidemment, nous avions à cœur la satisfaction des personnes étudiantes et nous voulons savoir leur point de vue. Donc, au moyen d'un formulaire de rétroaction, on a recueilli leurs avis sur l'expérience, mettant l'accent sur les aspects de navigation, l'expérience personnelle, les visuels et l'impact pédagogique. Nous avons aussi voulu voir la performance technique du dispositif de Moodle. Donc ici, c'était confortable, si la navigation était facile, évidente, accessible. Et tout ça, évidemment, pour avoir une amélioration continue, de pouvoir, s'il y avait des exercices trop difficiles, donc au niveau de la langue, au niveau de la navigation aussi, mais aussi les aspects techniques, donc comme Pablo a décrit les différents outils qu'on utilise dans la visite et dans les guides pour pouvoir optimiser l'expérience pour les futures cohortes. Donc, ici, à l'écran, nous pouvons voir quelques points de vue personnels des étudiants. J'aime beaucoup partager ça parce qu'il y a des objectifs interculturels, il y a des objectifs linguistiques. Donc, par exemple, l'exposition virtuelle m'a semblé très émouvante. Il y a, à travers tous ces œuvres d'art, ils ont compris que c'est un moyen d'exprimer l'identité, l'histoire et la connexion à la Terre. Un autre étudiant a dit l'exposition m'a paru plus intéressante que prévu. Donc, il avait déjà comme une attente, qu'est-ce que serait l'exposition, et ils ont vraiment valorisé ça. L'intelligence, ils disent, je crois que l'intelligence artificielle est bien utilisée pour apprendre. Il y a l'apprentissage de plusieurs mots, il les décrit bien, et aussi l'aspect de faire des progrès dans les cours. Donc, je suis contente de mes propres progrès, j'ai amélioré ma compréhension, mon vocabulaire, et donc, on trouvait que cette rétroalimentation qualitative est vraiment très importante. On passe à la conclusion, et nous pourrons dire que le retour a été très positif de cette expérience dans les cours d'espagnol. Ils ont apprécié la possibilité de pouvoir faire la visite à leur rythme, répéter les dialogues pour bien saisir les structures linguistiques, par exemple. L'accès aussi, et cette visite permet l'accès illimité aux personnes étudiantes, donc surtout ceux qui n'étaient pas à Montréal, ils pouvaient bénéficier de regarder et d'écouter les dialogues plusieurs reprises. Comme prof de langue, évidemment, l'enrichissement des contenus linguistiques et culturels est très important, et de les faire d'une façon différente, comme on fait dans un cours peut-être plus traditionnel et très intéressant. Et aussi la possibilité de transfert, donc de faire autre type d'application de ces mêmes activités. Je laisse donc Pablo cette partie-là. Oui, merci. Donc ici, l'opportunité liée à l'utilisation de l'IA, mais ce qu'on a quelque part ressorti de ces projets-là, c'est que ça nous permet quand même d'avoir une certaine valorisation pédagogique. C'est-à-dire que ça nous a permis quand même de produire des contenus sur mesure, de produire des contenus d'une manière relativement rapide, des contenus qui sont adaptables. Donc évidemment, il y a la question du délai. C'est souvent on a cette problématique-là, c'est que on aurait voulu, oui, faire une exposition avec des vraies personnes, parce que souvent les gens vont nous poser cette question-là. Mais cela dit, ce qu'on dit toujours, c'est que l'exposition d'art était juste une excuse pour pouvoir c'est permettre à la personne de s'immerger dans la culture, de s'immerger dans la langue. Donc finalement, ce n'était pas l'expo d'art, mais c'était plus créer du matériel didactique intéressant qui facilite l'appropriation du contenu, qui va aussi favoriser la compréhension de cette notion-là qui est très importante, c'est l'interculturalité dans des cours d'espagnol. Donc,
c'est en utilisant ces outils-là qu'on a réussi à avoir cette espèce de valorisation pédagogique. Que oui, on aurait pu aussi faire dans d'autres types d'activités, mais là, il était question d'expérimenter, de sortir des contenus d'une manière assez rapide, puis d'avoir une activité didactique intéressante pour les personnes étudiantes, avec un certain degré d'immersion. Puis, évidemment, c'est quelque chose qu'on aurait dû dire, puis qu'on a oublié, Jessica, c'est que tout ce contenu-là qu'on a fait sortir à partir de l'IA, il y a toujours eu un processus de validation qui a été fait Mm. par moi et par Jessica, évidemment, du point de vue de la linguistique, puis du point de vue de la niveau de la langue. Donc, quand Exact. le contenu ne correspondait pas à ce qu'on cherchait, mais il y avait quand même une adaptation. On ne s'est pas mis à faire 2, 3 requêtes pour obtenir le bon résultat, mais dans ces cas-là, on obtenait un premier résultat, puis après, il y avait une validation, puis une adaptation du contenu. Mais c'est sûr qu'on avait la base, puis à partir de là, Jessica pouvait terminer. Si tu peux retourner, Jessica, avant Oui. de te lancer dans, dans Mhm. celle-là. Donc, il y a la question de l'accessibilité élargie aussi. Donc, nous avons rendu le contenu accessible, évidemment, c'était ça un peu le but de ce projet-là, à l'ensemble des personnes enseignantes et sans contrainte de temps parce qu'ils peuvent le consulter à tout moment, donc il n'y a pas cette limite-là, et non plus d'espace ou de ressources physiques parce que là, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas tous ces inconvénients-là. Dans ces cas-là, la personne fait juste se connecter à Moodle puis consulter le contenu. Et finalement, il y a le côté créativité et flexibilité. C'est sûr que l'IA nous a offert des possibilités nouvelles pour scénariser, des choses qu'on aurait pu scénariser en vrai. Ça aurait été plus limité parce que là, ici, tout était possible en fait avec la création des personnages, des narrations, d'œuvres d'art et tout ça, qui serait difficilement réalisable autrement dans des contextes pédagogiques limités et réels. Donc, tu peux passer à la suivante maintenant. Oui. Ici, c'est les points d'attention pour une intégration responsable parce que on tenait depuis le début, même si quand on a fait ce projet-là, ben, on a commencé en 2024, fin 2023, on avait toujours en tête cette utilisation responsable et éthique de l'IA parce qu'on voyait qu'il y avait des enjeux importants depuis le début de l'utilisation de ces technologies-là. Il y avait des éléments importants liés au biais culturel, à l'environnement, parce qu'il y a une surutilisation aussi, quelque chose qui peut être problématique. Donc, on a toujours gardé ça en tête, puis on a essayé vraiment de respecter tout ce qui est la pertinence pédagogique, ce que je disais tout à l'heure. On a tout vérifié, on a tout validé et ça a été vraiment, c'est la part des 2 personnes qui ont participé au projet et était très important par rapport aux contenus qui ont été créés. Il y avait aussi la transparence vis-à-vis des apprenants. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a jamais caché que c'était des contenus fait avec l'IA. On a toujours dit de quelle manière on l'a utilisé. Dans la visite elle-même, il y a une référence qui dit ben, ça a été produit avec l'IA, puis on ne s'est jamais caché de dire si c'était l'IA ou pas. L'éthique et l'équité. Bon, on a vraiment fait attention aussi à ça. Parce que souvent, ce qui peut arriver, c'est que là, c'est une personne afrodescendante, colombienne, femme. Donc, le risque de biais culturels ou sociaux sont énormes. Donc, dans ces cas-là, on a fait vraiment attention, puis on a fait une validation. Et c'est sûr que le résultat qu'on obtenait, parfois, on disait, oula, c'est un peu limite. Mais nous, on a été dans le rôle de valider tout ça, puis de vraiment tenir à que ça respecte ces normes d'éthique et d'équité. Et puis, finalement, la protection des données. Dans ces contextes-là, on le met dans Moodle. Il n'y a pas une surutilisation. Ce pas des gens qui vont se connecter pour parler avec un robot ou avec un système d'intelligence artificielle. C'est le contenu est déjà dans le matériel didactique et l'interaction est faite avec du contenu qui existe déjà sur lequel on avait beaucoup de contrôle. Je pense que ça finit. Ça, Jessica, tu veux passer et tu pourrais nous parler des projets à venir, de tout ce qu'on a devant nous. Oui, oui, avec plaisir. Donc, évidemment, comme je disais au début, il y a un fort intérêt de transposer cette activité à d'autres cours de langue, à l'école de langue de l'UQAM, mais à d'autres institutions également. Donc, il y a un intérêt pour l'italien, pour l'allemand et le français, avec chaque développement, et c'est ce que ça va prendre. Mais la création d'un guide d'accompagnement. Donc, pour reproduire l'expérience dans d'autres contextes, donc par exemple une situation de communication différente, ça ne sera pas un musée, ça pourrait être un événement gastronomique, par exemple, où on peut changer la thématique.
Et ça m'amène au prochain point. C'était dans d'autres cours, en espagnol aussi, mais par exemple, communication orale et le tourisme. Il y a notre cours de culture hispanophone, donc on pourrait faire des activités adaptées à ces cours. Aussi, on est en train d'essayer de faire des formations de personnes enseignantes sur les compétences et outils numériques. Et c'est ce qu'on est en train de faire aussi en même temps, c'est la présentation et le partage de l'expérience sur différentes plateformes et colloques. Et là, l'intérêt à partager ces contenus-là, et c'est ce que nous avons créé avec, avec d'autres institutions. C'est ce qui nous amène à la fin. Donc, nous vous remercions beaucoup pour votre attention et je vais arrêter le partage. Très beau projet, Jessica et Pablo. Comme je vous le disais, moi, j'ai été emballée par le projet. Maintenant, je constate que ça demande beaucoup naturellement, il y a la compétence de l'enseignante d'espagnol, la spécialiste en linguistique, ça demande ces compétences-là, mais ça demande aussi beaucoup de compétences technopédagogiques. Je revois qu'il y a beaucoup de logiciels qui ont été utilisés aussi pour monter tout ça. Pensez-vous que ce serait possible de penser à quelque chose de semblable, mais qui soit peut-être moins un petit peu chronophage, ou si vous pensez que ça demande tout ce que vous avez fait, c'est énorme. Ben, merci, merci pour la question, Nicole. Mais en fait, on y réfléchit. Puis parmi les points dont Jessica a mentionné, c'est la création d'un guide d'accompagnement qui permet à des personnes Oui. enseignantes de le faire par elles-mêmes. Parce que, oui, c'est vrai que c'est beaucoup d'outils, mais c'est des outils très simples. J'aurais voulu vous montrer, mais je savais qu'on allait manquer du temps. C'est pour ça que j'ai passé par-dessus. Parce que quand j'ai dit des outils, mais c'est du PowerPoint. C'est du Canva. Canva, c'est un outil qui est vraiment, ça s'utilise tout seul, comme on dit. On rentre, puis il y a toujours des instructions 1, 2, 3, puis on finit par être capable de l'utiliser très simplement. Je sais on peut dire, oui, mais toi, tu parles de ton optique de technopédagogue, mais on a déjà fait l'expérience, hein, Jessica. Récemment, on a fait une formation au Pérou. Oui, Et puis au Pérou, j'avais déjà des personnes enseignantes oui. d'un niveau pas très élevé, pas technophile, là, des gens qui étaient parfois pas très bons avec la technologie, mais qui ont été capables de faire la majorité des contenus, de produire des contenus de ce type-là. Donc, il y a, pour répondre à ta question, il y a la possibilité, on va avoir un guide d'accompagnement qui sera disponible à tout le monde. Et puis après, c'est sûr qu'il faut toujours être accompagné pour simplifier. Mais ce n'est pas quelque chose de complexe. Ça le paraît, mais c'est pas compliqué. Surtout quand on part d'une expérience comme celle-ci. Celle-ci était plus longue parce qu'on apprenait, on découvrait. Mais là, rendu où on est rendu, je pense que c'est le cas, Jessica. Oui. On travaille Oui. déjà sur une autre espèce de visite similaire sur la gastronomie et ça va plus vite là. Oui, 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 oui. OK. J'avais seulement c'est ça à compléter avec Pablo. Je suis bien consciente de mon rôle comme enseignante, donc le fait qu'il y a un guide très détaillé pour les prochaines peut-être enseignantes en allemand ou en italien, ça va épargner beaucoup de temps, mais on va toujours fonctionner avec les carrefours et donc c'est correct. OK. Il y a Philippe Gagné qui pose la question suivante. Est-ce que l'IA a donné ou pourrait donner à l'avenir de la rétroaction aux étudiants et étudiantes sur leur production écrite, par exemple? C'est intéressant. C'est intéressant. Pourquoi pas? Peut-être justement si on vise à développer d'autres types de compétences plus ciblées dans les cours de langue qu'on passe, on peut commencer à peut-être soumettre des petits textes de la part des étudiants et voir la correction de l'IA et peut-être comparer ou faire une auto-analyse de la production écrite. Je trouve que des fois, on le fait ça en comparant les productions entre les étudiants et donc ça pourrait être une autre angle dans l'activité, oui. C'est en effet une avenue qu'on a analysée dans cette première mouture du projet et dans laquelle on n'a pas voulu aller parce qu'on voulait avoir ce contrôle-là du contenu puis savoir qu'est-ce qui est produit,
sur quoi l'étudiant va vraiment travailler, puis qu'est-ce qu'il va nous donner comme résultat. Mais c'est vrai que là, ben, on voit de plus en plus des systèmes qui permettraient d'interagir directement avec la personne. Mais là, il y a beaucoup de questionnements à se poser par rapport à ça, au contrôle qu'on aurait sur l'apprentissage, parce que bah, si on n'encadre pas bien le système d'interaction, mais ça peut répondre à un peu tout et n'importe quoi. Ça peut parfois induire, on le sait, ça peut induire en erreur, surtout pour quelqu'un qui est en apprentissage. C'est-à-dire que quand je vais discuter avec un espèce de bot ou de système qui permet d'interagir, je suis en maîtrise, disons, pour nous, je peux échanger en espagnol, puis je peux voir des défauts, puis je peux voir que le niveau est plus élevé ou pas trop, pas assez élevé. Et donc, quand on le laisserait du côté de l'étudiant, ça peut être quand même un risque. Mais on est toujours, c'est une avenue dans les activités qu'on pourrait ajouter dans la prochaine ou les prochaines visites. Mais aussi, dans les prochaines visites, on n'a pas juste ça, mais on a aussi d'autres types d'activités d'évaluation. Pas nécessairement directement en interagissant avec l'IA, mais oui, c'est une avenue, puis ça se fait déjà. OK. Écoutez, Merci merci pour à la tous question. les deux. Vraiment, moi, j'ai bien aimé. Puis je me rends compte que c'est en train de faire des petits, tout cela. Alors, toutes mes félicitations. Merci aussi aux participantes, aux participants. Vous avez été tranquilles dans les interactions, mais je suis certaine que vous avez été très attentifs et attentives de votre côté. Alors, je vous souhaite un bon dîner, une bonne fin de journée, puis au plaisir de vous revoir, Pablo et Jessica, ne serait-ce qu'à la rencontre Immersion qui va avoir lieu là, au mois de mai prochain. Alors, ben, on se dit à la prochaine et merci Merci. énormément tout le monde. À Merci, bientôt. merci tout le monde. Merci Nicole, Merci tout le merci et monde. au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir.